Et d'abord le Mali, donc voilà 10 jours que la France a engagé ses troupes sur place. Je le disais, vous avez été sans doute le tout premier au sein de la classe politique à faire part de vos réserves, quelques minutes seulement après le communiqué de l'Élysée, au moment où tout le monde, ou presque, applaudissait cette intervention. Pourquoi ? Il y a deux raisons. La première, c'est que je crois connaître un peu la question, pour la raison qu'elle n'est pas nouvelle. Elle traîne depuis 2 ans. La seconde est que je suis bien entraîné à l'art qui consiste à garder le cerveau allumé quand une guerre commence, parce que je sais que beaucoup l'éteignent et se mettent aussitôt aux clameurs, aux louanges, etc. Beaucoup de points sont très obscurs dans cette affaire. Le chef de l'État dit que les intérêts fondamentaux de la France ne sont pas engagés. J'ai immédiatement entendu cette phrase. Dans ce cas, que faisons-nous là-bas? Car la France n'a pas vocation à intervenir, comme l'a dit le chef de l'État, partout où les populations ont besoin. Nous ne sommes pas le Zorro de la planète. Il se réclame ensuite d'une résolution de l'ONU, mais quand on la lit, il n'y a rien de ce qui se fait qui est dedans. Ensuite, c'est un article de la charte de l'ONU, mais quand on le regarde, ça ne correspond pas non plus. Par contre, le seul document écrit qui existe et dont on ne parle pas, c'est l'accord de défense entre le Mali et la France. Est-ce qu'il contient des clauses secrètes? Qu'y a-t-il qui fait qu'on n'en parle jamais? Enfin, sur le plan militaire, c'est la deuxième réaction que j'ai eue. On nous l'a déjà faite, celle-là. L'urgence. Il fallait vite se dépêcher d'aller empêcher Saddam Hussein d'utiliser les armes de destruction massive. On nous avait même montré dans une petite fiole le produit. Le coup d'avant, il fallait se dépêcher d'aller taper Saddam Hussein parce qu'il avait débranché les couveuses des bébés au Koweït. Il fallait se dépêcher d'aller en Afghanistan, on n'avait pas le temps de réfléchir, parce que c'était là que se trouvait ce qui avait fait sauter les tours. Il fallait se dépêcher d'aller en Somalie parce que les droits des femmes, la démocratie, chaque fois c'est la même affaire. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? On a été pris par surprise, mais ça, c'est une histoire pour les petits-enfants. Personne ne peut être pris par surprise, et en tout cas, ni la France, ni les États-Unis qui sont présents sur place, nous les Français, parce que nous avons des satellites qui font des photos de moins d'1 mètre et qu'on parle d'un désert. Deuxièmement, parce que nous avons des stations d'écoute. Troisièmement, parce que nous sommes bien implantés dans la population et que nous savons ce qui s'y passe. Donc on ne peut pas être pris par surprise, et on ne déploie pas une armada pareille par surprise. Deuxièmement, permettez, je vais finir, les États-Unis d'Amérique sont présents sur place, si l'on en croit le Washington Post, dans 7 bases qui se trouvent dans le désert, dont l'activité exclusive consiste à faire de l'écoute et du renseignement aérien. Il y a un commandement unifié qui est à Tamanrasset, d'une opération que dirigent les Algériens avec les autres pays, et il y a une opération nord-américaine sur l'ensemble de cette zone du Sahara qui a déjà engagé plus de 500 millions de dollars. Donc non, pas le coup de la surprise, parce que ça fait 2 ans qu'on sait que les choses sont en train de pourrir, et qu'on ne nous dise pas qu'il s'est produit un événement tel que tout d'un coup, en moins de quelques heures, tout s'est déployé. Et ensuite, même s'il y a eu surprise, il y avait plusieurs stratégies possibles. La première, c'était de faire une ligne d'arrêt. La deuxième, c'est d'avancer et de reprendre le terrain. Mais ce sont 2 guerres complètement différentes. Et vous observerez que les buts de guerre ne sont pas plus clairs que les raisons de légitimité internationale qui nous font intervenir. Roland néocolonialiste, disait cette semaine Valéry Giscard d'Estaing dans les colonnes du Monde. Vous êtes d'accord avec lui ? Moi, j'utiliserai pas des mots comme cela. De même, on me dit c'est une guerre impérialiste. L'impérialisme, ça consiste à aller militairement conquérir des moyens. Mais ces moyens, nous les avons déjà. Nous ne sommes pas des petits-enfants. Pourquoi le président de la République dit-il que les intérêts fondamentaux de la France ne sont pas engagés? Ce qui est, si c'est vrai, c'est une théorie absolument incroyable. C'est un changement radical de stratégie militaire pour la France et de diplomatie internationale. Si nous intervenons quand nos intérêts fondamentaux ne sont pas engagés, et lorsque nous n'avons pas un mandat de l'ONU, nous sommes les Zorros de la planète. Mais on peut nous dire, mes amis, les frontières qui séparent tous ces pays n'existent pas. C'est un désert. Les États se sont effondrés dans cette zone pour la raison que nous les avons appauvris par des accords commerciaux lamentables, que l'État malien s'est effondré. Mais je ne vous fais pas la liste de tous les États qui sont au bord du gouffre dans cette zone pour les mêmes raisons. On ne peut pas nous dire qu'il y a de l'uranium au Niger et on ne peut pas supporter que des bandes armées s'emparent de ces mines qui demain serviraient à donner des fournitures à d'autres. On est des grands garçons, des grandes filles, on est capable d'entendre ça. Pourquoi est-ce qu'on nous ménagerait la vérité? Il y a une phrase de Rudyard Kipling que je propose à nos auditeurs. Il dit « Quand la guerre commence, la première victime, c'est la vérité. » Eh bien, pas avec moi. Fallait-il y aller ou non? Et fallait-il y aller seul dans cette guerre? Écoutez, comment François Hollande a justifié sa décision en milieu de semaine. Si ce choix n'avait pas été fait, la question ne serait plus de savoir quand, puisqu'il serait trop tard. Le Mali aurait été conquis entièrement et les terroristes seraient aujourd'hui en situation de force.
Voilà, la guerre était la moins pire des solutions, hein, dit en substance François Hollande. Si on n'y était pas allé, ce serait trop tard aujourd'hui. C'est ce que je crois, je viens d'y répondre, donc je n'éprouve pas le besoin d'y aller une deuxième fois sur les mêmes arguments. Bon, ce qui est vrai, c'est que si le Mali s'effondre, c'est toute la zone qui est impliquée. Mais est-ce que c'est aujourd'hui qu'on découvre ça? Non. Au moment où François Hollande fait sa conférence de presse, au mois de novembre, vous autres les journalistes, vous en souvenez, non? On lui pose la question, c'est un de vos confrères africains qui pose la question et il répond, il dit « En aucun cas nous n'irons au Mali ». Et quelque temps après, M. Fabius vient et dit « En aucun cas et en tout cas pas tout seul ». Or, nous y allons et nous y allons tout seuls. Il n'y a pas de texte qui nous autorise à le faire. On nous dit au nom de l'urgence, mais je peux parfaitement l'entendre, je peux l'entendre. Mais au nom de quoi? Donc partout où il y aura urgence, nous intervenons. Qui nous a demandé de venir là? Le gouvernement du Mali. Qu'est-ce que le gouvernement du Mali? Un gouvernement putschiste, dont le putschiste est un homme qui a été formé dans les écoles de services de renseignement nord-américains. C'est exactement le même scénario qu'avec Paul Kagame au Rwanda et au Zaïre. Ce sont les mêmes rangs-en-plan de la politique qui sont là, c'est-à-dire les Nord-Américains et leurs méthodes. C'est eux qui ont formé les officiers qui se sont retournés contre les troupes de l'armée nationale malienne. Donc, mon but n'est pas de dénigrer, mon but est de dire, dans cet instant, je ne marche pas tant que je ne sais pas la vérité. Maintenant, l'action est engagée. Évidemment que, comme tous les Français, je sais très bien que toutes sortes de gens espèrent que la France se prenne les pieds dans le tapis. Je sais très bien que nos militaires vont lutter et mourir. Et donc, on est pour le moins possible, bien sûr. Mais la guerre, c'est la guerre. Les guerres propres, ça n'existe pas. Donc, évidemment, de cœur, je suis avec eux. Bien sûr, la population malienne va souffrir. Et j'imagine que dans la communauté immigrée en France, et parmi les binationaux, il y a une très grande angoisse, et je me sens près d'eux. Mais rien de tout cela ne doit éteindre l'art de penser, y compris pendant la guerre. Jean-Luc Mélenchon, la prise d'otages en Algérie s'est soldée par un bain de sang hier après plusieurs assauts des forces algériennes qui n'ont pas voulu négocier. L'Algérie a eu les réponses les plus adaptées, a dit hier François Hollande. Il ne pouvait y avoir de négociation avec les preneurs d'otages. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Est-ce qu'il fallait que l'Algérie affiche cette fermeté et est-ce qu'il fallait que Paris la soutienne? Mais, enfin, a-t-on compris qu'il s'agit d'une guerre? C'est pourquoi le concept utilisé par François Hollande n'est pas opérationnel. Le terrorisme, qu'est-ce que ça veut dire? Le terrorisme, on ne fait pas la guerre à un concept. Le terrorisme, c'est un petit groupe de personnes, des petites cellules embusquées, qui font des actions de terreur. On met une bombe dans le métro, on fait des choses comme ça. Voilà. Donc ça ne sert à rien d'envoyer les soldats là-bas. Attendez. Oui. Quand on combat des terroristes, on les combat par des moyens techniques de renseignement et de police. Et exceptionnellement, la force armée. Là, ce ne sont pas des terroristes que nous agressons. C'est une guérilla de gens qui se réclament d'une idéologie soi-disant islamistes, qui pour une part d'entre eux est seulement une couverture pour leurs activités criminelles de narcotrafiquants, car tout de même les Français ont le droit de savoir que dans cette zone se déroule un vaste et complexe trafic de stupéfiants, dans lequel tout le monde trempe son bec et a une petite paille dans le verre pour en prendre un petit bout. Si on ne le dit pas, comment voulez-vous que les gens comprennent pourquoi des situations pareilles peuvent durer aussi longtemps alors qu'on a affaire à quelques groupes? En Algérie, qui a fait cette opération d'otage? Ce ne sont pas des terroristes, c'est une organisation militaire, c'est la guerre. Par conséquent, si quelqu'un est depuis Paris sans aucune information, car vous, les journalistes, vous n'en avez pas plus que moi d'informations. Vous êtes à 100 km de la ligne de combat. On l'a dit, hein, évidemment. Oui. Donc, les journalistes du répètent site, oui. les informations qui sont données par l'état-major, comme ça a été le cas. En les sourçant, évidemment. Oui. Ils essayent quand même, cette fois-ci, un petit peu de prendre des distances, mais ils ont tellement de progrès à faire depuis les deux guerres du Golfe que y a du chemin encore. Là, donc, moi, je n'en sais rien. Vous non plus, vous n'en savez rien. Que s'est-il passé? Qui a déclenché le feu? De quelle manière la bataille s'est-elle déroulée? Alors, il y en a qui croient qu'il va y avoir maintenant des guerres propres où, comme avec un joystick, on pousse ces petits pions. Non, c'est la vraie guerre. C'est pourquoi il faut tout faire pour éviter la guerre. C'est pourquoi il vaut mieux traiter les problèmes en amont et on n'a rien fait. Permettez-moi quand même de poser quelques questions. Où est passée la grande Europe qui nous protège? La baronne Ashton s'est lamentablement écroulée devant le Parlement européen en faisant un embrouillis de phrases pour nous annoncer qu'elle allait donner des sous pour former des militaires maliens. Est-elle au courant que les Américains sont déjà chargés de les former? Où est passée la brigade franco-allemande, puisque l'Europe doit faire quelque chose? Il y a 5500 hommes là-dedans avec du matériel. Pourquoi ils y sont pas? Pourquoi cette brigade, puisque l'Europe pourrait intervenir? Où est passé le général français
qui s'occupe des études des nouveaux défis stratégiques, des nouvelles menaces stratégiques, le général Palomero, si mes souvenirs sont bons, qui se trouve au commandement que nous avons réintégré de l'OTAN. Les nouvelles menaces, c'est bien celle-là. Qu'est-ce qu'il a trouvé, celui-là, depuis là où il est? Qu'est-ce qu'on fabrique dans toutes ces organisations? La France doit récupérer sa capacité souveraine, indépendante et autonome de décider toute seule et d'en avoir les moyens. Ceux qui m'écoutent doivent savoir une chose. Les opérations extérieures que nous menons coûtent 1 milliard d'euros par an depuis 10 ans. Cette opération coûte 2 millions d'euros par jour. Et le ministre du Budget, qui n'a jamais un centime pour quoi que ce soit, vient de dire qu'il allait trouver l'argent dont il a besoin. Par conséquent, les Français ont le droit quand même d'être au minimum, disons, attentifs à ce qui se passe là et de ne pas avaler tout rond la propagande qu'on leur sert. Jean-Luc Mélenchon est l'invité ce soir de Tous Politiques. Je rappelle que